À l'été 1940, Adolf Hitler se tenait au sommet de son pouvoir. L'Allemagne nazie avait conquis la majeure partie de l'Europe occidentale dans une campagne éclair qui choqua le monde. La France était tombée. La Grande-Bretagne se tenait seule. La Wehrmacht semblait invincible. Pourtant, seulement 5 ans plus tard, Berlin gisait en ruine. Le Reich de Milan s'était effondré en à peine 12 ans. Les soldats soviétiques hissaient leur drapeau sur le Reichstag. Hitler était mort de sa propre main dans un bunker sous la capitale détruite. Voici l'histoire de comment l'Allemagne nazie a perdu le contrôle de sa propre guerre. Comment un régime qui dominait l'Europe de l'Atlantique aux portes de Moscou a gaspillé tous ses avantages. Comment les erreurs stratégiques, l'obsession idéologique et l'incompétence meurtrière ont transformé une victoire certaine en défaite catastrophique. Voici l'histoire du plus grand effondrement militaire de l'histoire moderne. Pour comprendre comment l'Allemagne a perdu le contrôle, nous devons d'abord comprendre comment elle l'a obtenu. En septembre 1939, lorsque l'Allemagne envahit la Pologne, la Wehrmacht n'était pas la force imparable de la légende. L'armée allemande avait de sérieuses faiblesses. La majeure partie de leur armée dépendait encore des chevaux pour le transport. Leurs chars étaient souvent inférieurs aux modèles français et britanniques. Ils étaient en infériorité numérique dans presque toutes les catégories d'armes. Pourtant, en quelques semaines, la Pologne fut écrasée. Le monde regarda avec stupeur les forces allemandes démontrer un nouveau type de guerre qui semblait rendre les défenses traditionnelles obsolètes. Mais ils avaient 3 avantages cruciaux que leurs ennemis ne comprenaient pas. Premièrement, l'innovation tactique. Les commandants allemands comme Heinz Guderian et Erich von Manstein avaient développé une nouvelle forme de guerre, le Blitzkrieg, ou guerre éclair. Ce n'était pas seulement une question de vitesse. C'était une question de coordination. Les chars, les avions et l'infanterie mécanisée travaillaient ensemble d'une manière qu'aucune armée n'avait tenté auparavant. Le bombardier en piqué Stuka devint une pièce d'artillerie volante, soutenant les avancées des chars. Les divisions de Panzer perçaient les points faibles des lignes ennemies à une vitesse sans précédent, puis s'enfonçaient profondément dans les zones arrières, créant chaos et panique. Guderian, le père du Blitzkrieg, avait été ridiculisé par les officiers allemands conservateurs qui pensaient que les chars devaient soutenir l'infanterie, et non opérer de manière indépendante. Il leur prouva qu'ils avaient tort en Pologne. Ces corps blindés se déplaçaient si rapidement que les forces polonaises n'eurent jamais le temps d'établir des lignes défensives cohérentes. Le commandement et le contrôle s'effondrèrent. Des armées qui semblaient fortes sur le papier se désintégrèrent simplement face à cette approche révolutionnaire de la guerre. Deuxièmement, un commandement agressif. Alors que les commandants alliés étaient prudents et défensifs, liés par la doctrine et la tradition, les généraux allemands étaient habilités à prendre des risques et à exploiter les opportunités. La philosophie militaire allemande de l'Auftragstaktik, tactique de type mission, signifiait que les officiers subalternes devaient faire preuve d'initiative. Si une opportunité se présentait, un capitaine ou un commandant pouvait agir sans attendre les ordres d'en haut. L'initiative était récompensée. L'audace était encouragée. Cela créait une culture militaire qui pouvait s'adapter plus rapidement que ses ennemis. Troisièmement, et peut-être le plus important, leurs ennemis n'étaient pas préparés. L'armée polonaise était courageuse mais dépassée. La cavalerie polonaise chargea les positions allemandes, pas avec des lances contre des chars comme le suggérait la propagande, mais ils utilisaient encore des tactiques du XIXe siècle dans une guerre du XXe siècle. L'aviation polonaise fut détruite au sol dans les premiers jours. Leur plan défensif supposait que la France et la Grande-Bretagne attaqueraient immédiatement l'Allemagne depuis l'ouest, forçant l'Allemagne à se battre sur 2 fronts. Cette attaque ne vint jamais. La conquête de la Pologne ne prit que 5 semaines. Le monde fut choqué. La Grande-Bretagne et la France déclarèrent la guerre mais ne firent rien. La période connue sous le nom de drôle de guerre commença, où les forces alliées restèrent derrière la ligne Maginot et attendirent. L'Allemagne utilisa ce temps pour se préparer au véritable test, l'invasion de la France. Le Danemark tomba en quelques heures, occupé lors d'un coup d'État sans effusion de sang. La Norvège prit 2 mois, avec des combats féroces dans le terrain accidenté, mais finalement la puissance aérienne allemande et l'audace l'emportèrent. Les Alliés envoyèrent des forces pour aider la Norvège, mais elles étaient trop peu nombreuses, trop tardives et mal coordonnées. Puis vint le coup de maître. Le 10 mai 1940, l'Allemagne lança Folgelb, Kazielow, l'invasion de la France et des Pays-Bas. Ce qui suivit fut l'une des victoires militaires les plus stupéfiantes de l'histoire. Le plan était risqué, voire téméraire. La poussée principale viendrait à travers la forêt des Ardennes,
un terrain considéré comme impraticable pour les chars par les planificateurs militaires français. Le groupe d'armée A, avec 7 divisions de Panzer, traverserait la Meuse et se dirigerait vers la Manche, coupant les armées alliées en Belgique. Cela fonctionna au-delà de toutes les attentes. Les Pays-Bas capitulèrent en 5 jours après que Rotterdam fut dévasté par les bombardements. La Belgique tint 18 jours malgré une résistance féroce. Mais le véritable choc fut la France. Les forces françaises n'étaient pas faibles. Elles avaient plus de chars que l'Allemagne, beaucoup d'entre eux supérieurs en blindage et en puissance de feu. Elles avaient une armée de l'air plus importante. Elles avaient la ligne Maginot, le système de fortification le plus étendu au monde. Mais elles avaient le mauvais plan. Les commandants français s'attendaient à ce que l'Allemagne répète le plan Schlieffen de la Première Guerre mondiale, attaquant par la Belgique. Ainsi, les meilleures forces françaises et britanniques se précipitèrent vers le nord en Belgique pour faire face à cette attaque attendue. Pendant ce temps, les panzers allemands surgirent à travers les Ardennes, traversèrent la Meuse et se dirigèrent vers l'ouest. En seulement 10 jours, ils atteignirent la Manche. L'armée française fut coupée en deux. Le corps expéditionnaire britannique et les meilleures divisions françaises furent piégés en Belgique. L'évacuation de Dunkerque sauva plus de 300 000 soldats alliés, mais tout leur équipement fut perdu. La France était condamnée. Le 14 juin 1940, les soldats allemands défilèrent sur les Champs-Élysées à Paris. La France, la plus grande puissance militaire d'Europe, s'était effondrée en seulement 6 semaines. La même nation qui avait tenu bon pendant 4 ans de guerre de tranchées brutale lors de la Première Guerre mondiale avait été vaincue en 6 semaines de guerre de mouvement. À la fin juin 1940, Hitler avait réalisé ce que Guillaume II n'avait pas réussi à faire en 4 ans de guerre de tranchées brutale. L'Allemagne contrôlait l'Europe occidentale de l'Atlantique à la Pologne. Seule la Grande-Bretagne restait défiant de l'autre côté de la Manche. C'était le zénith. Le point culminant du pouvoir nazi. Hitler se tenait sur la côte française et regardait les falaises blanches de Douvres. La Grande-Bretagne était à portée de main. La guerre semblait presque gagnée. Et c'est ici, dans la lueur de la victoire, que les graines de la défaite furent plantées. Parce qu'Hitler et ses généraux tirèrent les mauvaises leçons de leur succès. Ils crurent qu'ils étaient invincibles. Ils crurent que le Blitzkrieg pouvait résoudre n'importe quel problème. Ils crurent que leurs ennemis étaient faibles et que leur propre supériorité raciale garantissait la victoire. Ils crurent que les règles qui contraignaient les autres nations ne s'appliquaient pas à l'Allemagne. Plus dangereusement, ils crurent leur propre propagande. Ils se trompaient de façon catastrophique. La première grande erreur d'Hitler survint immédiatement après la chute de la France. Avec la Grande-Bretagne isolée et apparemment impuissante, le chemin vers la victoire semblait évident, envahir les îles britanniques, forcer une reddition et mettre fin à la guerre à l'ouest. L'opération Selleau, l'invasion prévue de la Grande-Bretagne, aurait dû être la priorité absolue de l'Allemagne. Au lieu de cela, Hitler hésita. Et dans cette hésitation, la victoire lui échappa. Le problème était la puissance navale. La marine allemande, la Kriegsmarine, était beaucoup trop faible pour défier directement la Royal Navy. Le Bismarck et le Tirpitz étaient des cuirassés impressionnants, mais la Grande-Bretagne avait des dizaines de grands navires de guerre. L'Allemagne avait perdu une grande partie de sa flotte de surface lors de la campagne de Norvège. La Royal Navy dominait complètement la Manche et la mer du Nord. Toute invasion nécessiterait la supériorité aérienne pour protéger la flotte d'invasion des attaques navales britanniques. Ainsi, la Luftwaffe de Hermann Göring, l'armée de l'air allemande, fut chargée de détruire la Royal Air Force. Göring, l'un des plus anciens camarades d'Hitler et le deuxième homme le plus puissant de l'Allemagne nazie, promit qu'il pourrait le faire. Il promit que la Grande-Bretagne serait mise à genoux depuis les airs. La bataille d'Angleterre commença en juillet 1940. Ce fut la première grande campagne militaire menée entièrement par les forces aériennes. Des bombardiers allemands, escortés par des chasseurs Messerschmitt, attaquèrent les aérodromes britanniques, les stations radars et les usines d'avions. L'objectif était simple, détruire le Fighter Command, obtenir la supériorité aérienne, puis lancer l'invasion. Pendant des semaines, la bataille resta en équilibre. Le Fighter Command de la RAF était poussé à bout. Les pertes de pilotes étaient insoutenables. Les pilotes expérimentés étaient tués plus rapidement qu'ils ne pouvaient être remplacés. Les aérodromes furent bombardés à plusieurs reprises. Certaines stations furent temporairement rendues inopérantes. De jeunes pilotes avec à peine 20 heures de formation furent jetés au combat contre des vétérans aguerris de la Luftwaffe. Le maréchal en chef de l'air Hugh Dowding,
commandant du Fighter Command, géra ses forces avec brio. Il refusa d'engager tous ses chasseurs en même temps, préservant une réserve. Le réseau radar britannique, le plus avancé au monde, donnait un préavis des attaques allemandes. Les contrôleurs au sol dirigeaient les chasseurs pour intercepter les raids entrants avec une efficacité sans précédent. Mais la pression était énorme. Dowding admit plus tard que le Fighter Command était peut-être à 2 semaines de l'effondrement. Quelques semaines supplémentaires d'attaques concentrées sur les aérodromes britanniques auraient pu permettre à l'Allemagne d'obtenir la supériorité aérienne. Puis, Hitler prit une décision fatidique qui changea tout. Dans la nuit du 24 au 25 août 1940, des bombardiers allemands larguèrent accidentellement des bombes sur Londres en tentant de frapper des raffineries de pétrole. Churchill ordonna immédiatement un raid de représailles sur Berlin. Des bombardiers britanniques frappèrent la capitale allemande dans la nuit du 25 août. Les dégâts furent minimes. Mais Hitler était furieux. Il avait promis au peuple allemand qu'aucune bombe ennemie ne tomberait sur Berlin. Maintenant, des avions britanniques avaient fait de lui un menteur. Sa réponse fut motivée par l'émotion, et non par la logique militaire. Le 7 septembre 1940, la Luftwaffe passa des attaques de cibles militaires au bombardement de Londres et d'autres villes. Plus de 300 bombardiers et 600 chasseurs attaquèrent Londres en plein jour. C'était le début du Blitz, la campagne de bombardement soutenue contre les villes britanniques qui tuerait plus de 40 000 civils. Cette décision découla en partie de la colère face aux raids de bombardement britanniques sur Berlin, en partie de la croyance de Göring que les bombardements terroristes briseraient le moral britannique et forceraient Churchill à négocier. Les nazis croyaient que bombarder les civils créerait panique et défaitisme. Ce fut une erreur catastrophique née d'une incompréhension fondamentale de la façon dont les sociétés modernes répondent aux attaques aériennes. Le passage au bombardement de villes donna au Fighter Command de la RAF l'espace de respiration dont il avait désespérément besoin. Les aérodromes purent être réparés. La formation des pilotes put continuer. De nouveaux Spitfire et Hurricane sortirent des usines qui n'étaient plus des cibles prioritaires. Le réseau radar resta intact. En quelques semaines, le Fighter Command avait retrouvé sa force. Pendant ce temps, la Luftwaffe saignait. Les chasseurs britanniques, opérant au-dessus de leur propre territoire, avaient tous les avantages. Les pilotes allemands abattus au-dessus de l'Angleterre devenaient prisonniers. Les pilotes britanniques qui sautaient en parachute pouvaient retourner au combat le lendemain. Les mathématiques de l'attrition favorisaient le défenseur. Göring essaya différentes tactiques. Bombardement de nuit. Balayage de chasseurs. Attaque de ports et de centres industriels. Rien ne fonctionna. La Luftwaffe ne put détruire le Fighter Command. Elle ne put obtenir la supériorité aérienne. À la fin septembre, il était clair que la Luftwaffe avait échoué. Les pertes allemandes étaient insoutenables. Les équipages de bombardiers étaient épuisés. Les pilotes de chasse étaient usés. La supériorité aérienne sur la Grande-Bretagne était impossible. Le 17 septembre 1940, Hitler reporta l'opération Selleau indéfiniment. Les barges d'invasion assemblées dans les ports français et belges furent dispersées. Le moment était passé. La Grande-Bretagne resterait en guerre. L'Atlantique resterait ouvert aux approvisionnements américains. Les ressources de l'Empire britannique seraient mobilisées contre l'Allemagne. La guerre ne se terminerait pas en 1940. Pour la première fois, la Wehrmacht avait échoué à atteindre son objectif. Pour la première fois, l'intuition d'Hitler s'était avérée fausse. Pour la première fois, l'Allemagne dut admettre la défaite, même si elle n'utilisa pas ce mot. Mais au lieu de tirer les leçons de ce revers, au lieu de reconnaître que le Blitzkrieg avait des limites, au lieu de développer une stratégie durable pour une longue guerre, Hitler chercha simplement des cibles plus faciles. Son regard se tourna vers l'Est, vers la vaste étendue de l'Union soviétique. Et dans cette décision, le destin de l'Allemagne nazie fut scellé. Le 22 juin 1941, à 3h15 du matin, plus de 3 millions de soldats allemands franchirent la frontière soviétique le long d'un front de 2900 km. L'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique, fut la plus grande opération militaire de l'histoire humaine. Ce fut aussi la plus grande erreur d'Adolf Hitler. La décision qui condamnerait l'Allemagne nazie et coûterait des dizaines de millions de vies. Hitler avait toujours eu l'intention de conquérir l'Union soviétique. Son idéologie l'exigeait. Le nazisme était fondé sur l'idée du Lebensraum, espace vital, la croyance que le peuple allemand devait s'étendre vers l'Est, conquérant et asservissant les populations slaves. Hitler avait exposé cette vision dans Mein Kampf,
écrit en 1924 pendant son emprisonnement après le putsch raté de Munich. Mais le timing était désastreux. L'Allemagne était déjà en guerre avec la Grande-Bretagne. La bataille de l'Atlantique drainait les ressources, avec les U-boats menant une campagne désespérée pour couper les lignes d'approvisionnement de la Grande-Bretagne. L'Afrique du Nord nécessitait des renforts, car l'Africa Corps d'Erwin Rommel tentait de s'emparer du canal de Suez. Les Balkans venaient d'être envahis pour sauver l'attaque ratée de Mussolini contre la Grèce, retardant Barbarossa de semaines cruciales. Maintenant, l'Allemagne allait mener une guerre sur deux fronts, le cauchemar même qui avait détruit l'Allemagne impériale lors de la Première Guerre mondiale. Le plan Schlieffen avait été conçu spécifiquement pour éviter ce scénario. Pourtant, Hitler, convaincu de son propre génie, croyait qu'il pouvait réussir là où le Kaiser avait échoué. Hitler se convainquit que ce serait facile. Il croyait que l'Union soviétique était une structure pourrie qui s'effondrerait au premier coup. Il l'appelait un château de cartes. Il croyait que les purges de Staline du corps des officiers de l'armée rouge avaient laissé les soviétiques militairement incompétents. Entre 1937 et 1938, Staline avait exécuté ou emprisonné des milliers d'officiers expérimentés, dont 3 des 5 maréchaux et 13 des 15 commandants d'armée. La performance désastreuse de l'armée rouge lors de la guerre d'hiver contre la Finlande en 1939 semblait confirmer la faiblesse soviétique. Plus dangereusement, Hitler croyait que le soldat allemand était racialement supérieur à l'intermensch slave, sous-humain. Cette illusion raciste façonna tous les aspects de la planification allemande. Les nazis croyaient littéralement que les Slaves étaient biologiquement inférieurs et incapables de résistance soutenue. Hitler donna à la Wehrmacht 4 mois pour détruire l'Union soviétique avant l'hiver. La campagne serait terminée en octobre. Les soldats allemands n'auraient pas besoin de vêtements d'hiver. Ce n'était pas seulement de l'optimisme. C'était une incompréhension fondamentale de la géographie, de la logistique et de la volonté de résistance de l'ennemi. Les premières semaines semblèrent confirmer les illusions d'Hitler. Les panzers allemands traversèrent les vastes plaines soviétiques. La Luftwaffe détruisit des milliers d'avions soviétiques, beaucoup au sol dans les premières heures. Des armées soviétiques entières furent encerclées et détruites dans des mouvements de tenaille massifs. Minsk tomba. Smolensk tomba. La route de Moscou était ouverte. Lors de la seule bataille de Kiev, plus de 600 000 soldats soviétiques furent capturés dans le plus grand encerclement de l'histoire militaire. Les actualités allemandes montrèrent des colonnes interminables de prisonniers, des hommes affamés marchant vers l'ouest vers la captivité et la mort. Pour le public allemand, l'effondrement soviétique semblait imminent. Mais l'Union soviétique ne s'effondra pas. Staline, malgré ses propres erreurs catastrophiques dans la phase d'ouverture de la guerre, rallia la résistance soviétique. Ces purges avaient presque détruit la structure de commandement de l'armée rouge. Son refus de croire les avertissements du renseignement avait laissé les forces soviétiques non préparées à l'invasion. Son insistance à défendre chaque pouce de territoire conduisit au désastre d'encerclement. Pourtant, il tint bon. Il resta à Moscou lorsque le gouvernement évacua. Il prononça son célèbre discours radiophonique du 3 juillet, commençant par les mots « frères et sœurs ». Il fit appel au patriotisme soviétique, au nationalisme russe, à la haine des envahisseurs allemands. Il mobilisa toute l'économie soviétique pour la guerre totale. L'armée rouge, bien que subissant des pertes horrifiques, continua à se battre. Les soldats soviétiques se battirent avec un courage désespéré, souvent jusqu'au dernier homme. Les unités allemandes avançant en Ukraine et en Biélorussie furent choquées par la férocité de la résistance. Les chars soviétiques, en particulier le T-34 et le KV-1, se révélèrent supérieurs à la plupart des modèles allemands. Les services de renseignement allemands avaient complètement sous-estimé la force blindée soviétique. Et l'Union soviétique était vaste. Incroyablement vaste. Les commandants allemands habitués à se battre en Pologne ou en France ne pouvaient pas comprendre les distances. De la frontière avant l'invasion à Moscou, il y avait plus de 960 km. Jusqu'à la Volga, plus de 1600 km. Jusqu'aux Urals, plus de 2400 km. Chaque kilomètre en avant étirait les lignes d'approvisionnement, nécessitait plus de troupes pour garnir, consommait plus de carburant que l'Allemagne n'en avait pas. Les usines soviétiques furent évacuées au-delà des montagnes de l'Oural, où les bombardiers allemands ne pouvaient pas les atteindre. Des industries entières furent démontées, chargées dans des trains et déplacées vers l'est. Dans des villes comme Sverdlovsk, Tcheliabinsk et Omsk, ces usines produisirent des chars, des avions et des munitions hors de portée allemande et au-delà de l'imagination allemande. L'Union soviétique surproduirait l'Allemagne dans presque toutes les catégories d'armes pour le reste de la guerre. En octobre 1941,
Les forces allemandes se tenaient aux portes de Moscou et de Leningrad. La capitale était à portée de main. Les officiers allemands pouvaient voir les flèches du Kremlin à travers leurs jumelles. La victoire semblait inévitable. Juste une poussée de plus. Juste une offensive de plus. Mais l'Union soviétique ne s'effondra pas. Et puis vint l'hiver russe. Les soldats allemands, équipés pour une courte campagne d'été, gelèrent dans des températures qui descendirent à moins 40 degrés Celsius, parfois plus bas. Les véhicules ne démarraient pas. Les moteurs de char gelaient complètement. Les lubrifiants se transformaient en boue. Les armes se bloquaient. Les cas d'engelure dépassaient les victimes au combat. Les hommes s'enveloppaient dans des journaux et des chiffons pour essayer de rester au chaud. Certains brûlaient leurs propres bottes pour avoir du combustible. Le froid était si extrême qu'il dépassait l'expérience allemande. Les soldats de Bavière ou de Rhénanie n'avaient jamais rencontré quelque chose de tel. Leurs uniformes d'été ne fournissaient aucune protection. Les vêtements d'hiver existaient dans les entrepôts allemands, mais ne pouvaient pas être transportés au front parce que les chemins de fer étaient surchargés d'approvisionnement en munitions et en carburant. Le 5 décembre 1941, les Soviétiques lancèrent une contre-offensive massive autour de Moscou. Des divisions sibériennes fraîches, équipées et entraînées pour la guerre hivernale, attaquèrent les forces allemandes épuisées. Pour la première fois de la guerre, les forces allemandes furent repoussées dans un engagement majeur. Des divisions entières se désintégrèrent. Le mythe de l'invincibilité de la Wehrmacht mourut dans la neige aux portes de Moscou. Hitler, plutôt que de permettre un retrait stratégique vers des positions défendables, ordonna à ses forces de tenir chaque pouce de terrain. Pas un pas en arrière. Cette décision sauva probablement l'armée allemande d'un effondrement complet dans une retraite de style napoléonien. Mais elle bloqua également les forces allemandes dans des positions exposées et garantit des pertes massives. Et le 7 décembre 1941, tout changea à nouveau. Le Japon attaqua Pearl Harbor. Les États-Unis entrèrent en guerre contre le Japon. Hitler, lié par son alliance avec Tokyo par le pacte tripartite, déclara la guerre aux États-Unis 4 jours plus tard. C'était de la folie. L'Allemagne n'avait aucune raison stratégique de déclarer la guerre à l'Amérique. L'attaque du Japon sur Pearl Harbor ne l'exigeait pas. Hitler aurait pu rester neutre dans la guerre du Pacifique, forçant les États-Unis à se concentrer sur le Japon pendant que l'Allemagne s'occupait de l'Union soviétique. Au lieu de cela, Hitler offrit à Roosevelt le cadeau d'un ennemi unifié. La puissance industrielle de l'Amérique, qui approvisionnait déjà la Grande-Bretagne et l'Union soviétique par le biais du prêt-bail, serait maintenant pleinement mobilisée contre l'Axe. La capacité de production combinée de l'Amérique, de la Grande-Bretagne et de l'Union soviétique dépassait de loin les ressources de l'Allemagne. La guerre était ingagnable à partir de ce moment. Les mathématiques simples garantissaient la défaite allemande. Mais Hitler ne pouvait pas s'arrêter. Ne voulait pas s'arrêter. Ne pouvait même pas concevoir de s'arrêter. L'idéologie qui l'avait conduit vers l'Est ne permettait ni retraite ni négociation. Ainsi, l'Allemagne plongea plus profondément dans l'abîme, s'engageant dans une guerre qu'elle ne pouvait absolument pas gagner. La guerre de l'Allemagne nazie à l'Est était différente de tout ce qui avait été vu à l'Ouest. Ce n'était pas simplement un conflit militaire sur le territoire et les ressources. C'était une guerre d'extermination, motivée par l'idéologie raciste. Et cette obsession idéologique se révélerait aussi destructrice pour l'effort de guerre allemand que n'importe quelle défaite militaire. Avant même le début de Barbarossa, Hitler fit clairement comprendre que ce serait un type de guerre différent. Le 30 mars 1941, il déclara aux généraux de la Wehrmacht rassemblés que le conflit à venir serait une guerre d'extermination. L'intelligentsia bolchevique juive devait être liquidée. Les commissaires politiques seraient fusillés sur place. Les règles normales de la guerre ne s'appliqueraient pas. Beaucoup de généraux allemands, produits de l'ancienne tradition militaire prussienne, étaient mal à l'aise avec cela. Mais la plupart suivirent. Certains l'embrassèrent avec enthousiasme. L'endoctrinement idéologique de la Wehrmacht était plus complet que de nombreux récits d'après-guerre ne l'admettaient. La Wehrmacht et la SS assassinèrent des millions de prisonniers de guerre soviétiques par la famine, l'exposition et l'exécution. Sur environ 5 700 000 soldats soviétiques capturés par l'Allemagne, plus de 3 millions moururent en captivité. C'était une politique délibérée. Les prisonniers étaient considérés comme des sous-humains jetables. Ils étaient détenus dans des camps à ciel ouvert sans abri, avec une nourriture minimale, sans soins médicaux. Durant l'hiver de 1941 à 1942, les prisonniers moururent par dizaines de milliers. Ce n'était pas seulement moralement odieux. C'était stratégiquement insensé.
Ces prisonniers représentaient un énorme réservoir de main-d'œuvre potentielle pour l'industrie allemande, qui manquait désespérément de travailleurs. Ils auraient pu être utilisés dans les usines, les fermes, la construction. Au lieu de cela, ils furent assassinés ou laissés mourir. Au moment où l'Allemagne inversa cette politique en 1942, il était trop tard. Des millions qui auraient pu contribuer à l'économie de guerre allemande étaient morts. Les Einsatzgruppen, escadrons de la mort mobile, suivirent l'armée allemande vers l'Est, massacrant les Juifs, les communistes, les Roms et toute personne jugée racialement indésirable ou politiquement dangereuse. Ces unités opéraient ouvertement, souvent avec la coopération de la Wehrmacht ou au moins son acceptation tacite. À Babi Yar, près de Kiev, plus de 33 000 Juifs furent mitraillés en 2 jours. Des massacres similaires eurent lieu sur tout le territoire soviétique occupé. L'Holocauste, le meurtre systématique de 6 millions de Juifs, fut mis en œuvre parallèlement à la campagne militaire. La conférence de Wannsee en janvier 1942 formalisa les plans pour la solution finale. Des camps de la mort furent construits en Pologne occupée, Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelmno, Majdanek. Des installations industrielles pour le meurtre de masse. Les ressources qui auraient pu aller aux lignes de front allèrent plutôt à la construction de camps de la mort. Les trains désespérément nécessaires pour la logistique militaire transportèrent des victimes vers les chambres à gaz. En 1944, avec les forces soviétiques approchant et les armées allemandes ayant désespérément besoin de ravitaillement, des centaines de trains furent détournés pour transporter des Juifs hongrois vers Auschwitz. Les officiers de la logistique militaire supplièrent pour ces trains. On leur dit que le programme d'extermination avait la priorité. La main-d'œuvre qui aurait pu renforcer les divisions épuisées gérait plutôt la machine du génocide. La SS déploya des milliers d'hommes pour gérer les camps de concentration et les camps de la mort. Ce n'étaient pas des troupes de combat, mais ils consommaient des ressources et des capacités administratives. Ce n'était pas seulement moralement odieux. C'était stratégiquement insensé. De nombreux citoyens soviétiques, en particulier en Ukraine et dans les États baltes, considérèrent initialement les Allemands comme des libérateurs du régime brutal de Staline. La collectivisation de Staline avait causé des famines artificielles qui tuèrent des millions de personnes. Ces purges avaient terrorisé la population. Son occupation de l'Est de la Pologne, des États baltes et de certaines parties de la Roumanie avait été brutale. Lorsque les forces allemandes arrivèrent, certains habitants les accueillirent. Dans l'ouest de l'Ukraine, dans les États baltes, certains collaborèrent, croyant que la domination allemande serait préférable à la domination soviétique. C'était une énorme opportunité stratégique. Si l'Allemagne avait traité les populations occupées humainement, des millions auraient pu collaborer. Le sentiment anti-soviétique aurait pu être mobilisé. Les gouvernements locaux auraient pu administrer les territoires occupés. L'occupation allemande aurait pu être durable. Au lieu de cela, la politique raciale nazie transforma des alliés potentiels en partisans désespérés. Alfred Rosenberg, le ministre du Reich pour les territoires occupés de l'Est, proposa des politiques relativement modérées. Il suggéra de travailler avec les nationalistes locaux, d'établir des gouvernements fantoches, de promettre une éventuelle autonomie. Ces idées étaient racistes, mais reconnaissaient au moins la valeur de la collaboration. Hitler rejeta cette approche. Les Slaves étaient des sous-humains bons seulement pour l'esclavage. Aucune concession ne serait faite. Les territoires occupés seraient exploités, leurs populations asservies ou exterminées. Erich Koch, le Reichskommissar d'Ukraine, déclara que les Ukrainiens devaient travailler jusqu'à ce qu'ils tombent et ne s'attendre à aucun meilleur traitement que des esclaves. Le résultat était prévisible. La guerre des partisans éclata sur tout le territoire soviétique occupé. Les citoyens soviétiques qui auraient pu collaborer rejoignirent plutôt les mouvements de résistance. Les forêts et les marais se remplirent de guérilleros qui tendirent des embuscades aux unités allemandes, détruisirent les lignes d'approvisionnement et recueillirent des renseignements pour l'armée rouge. La guerre des partisans derrière les lignes allemandes immobilisa des centaines de milliers de troupes. Des divisions entières furent consacrées aux opérations anti-partisans. Les lignes d'approvisionnement devaient être constamment gardées. Chaque ville et village nécessitait une garnison. Les lignes de chemin de fer étaient attaquées si fréquemment que la logistique allemande s'effondra. C'étaient des soldats qui n'étaient pas disponibles pour le front, détournés pour combattre un ennemi que les propres politiques de l'Allemagne avaient créé. En 1943, l'activité des partisans paralysait les opérations allemandes. En Biélorussie seulement, les partisans tuèrent des dizaines de milliers de soldats allemands, détruisirent des centaines de locomotives et désactivèrent des milliers de kilomètres de voies ferrées.
L'exploitation économique des territoires occupés était impossible lorsque la population locale était en révolte ouverte. De plus, le génocide consomma des ressources administratives et une capacité de transport dont l'effort de guerre avait désespérément besoin. L'Holocauste n'était pas un projet secondaire. Il était au cœur de l'idéologie nazie. Et il mina activement les objectifs militaires. À Stalingrad, les soldats allemands se battirent désespérément pour des munitions et de la nourriture tandis que des trains roulaient vers Auschwitz avec leur cargaison de victimes. En 1944, alors que les forces soviétiques libéraient l'Ukraine, la SS détourna des ressources pour tuer les Juifs restants plutôt que pour les préparatifs défensifs. Les obsessions idéologiques d'Hitler minèrent activement les objectifs militaires de l'Allemagne. La guerre devint ingagnable non seulement à cause d'erreurs stratégiques, mais parce que les objectifs fondamentaux du régime nazi étaient fondamentalement incompatibles avec la victoire militaire. On ne peut pas gagner une guerre tout en essayant simultanément d'exterminer des populations entières dans le territoire que l'on conquiert. On ne peut pas maintenir une occupation lorsque sa politique est le génocide. On ne peut pas s'attendre à une collaboration lorsqu'on traite tout le monde comme des sous-humains. La guerre d'anéantissement n'a pas seulement rendu la défaite de l'Allemagne nazie inévitable. Elle a rendu cette défaite moralement nécessaire. Le monde ne pouvait pas permettre à ce régime de survivre. À l'été 1942, l'Allemagne lança sa deuxième offensive majeure en Union soviétique. Folblow, Kazblow, visait à capturer les champs de pétrole du Caucase et à couper l'Union soviétique de ses approvisionnements en carburant. Sans pétrole, les chars de l'armée rouge s'arrêteraient. Sans pétrole, l'industrie soviétique s'arrêterait. La logique était solide. L'offensive se déroula bien au début. Les forces allemandes s'enfoncèrent profondément dans le sud de la Russie. Le terrain plat des steppes était idéal pour la guerre mobile. Les défenses soviétiques s'effondrèrent. Les commandants allemands étaient optimistes. Peut-être que les objectifs de Barbarossa pourraient encore être atteints dans cette deuxième année de combat. Mais Hitler, incapable de résister à la valeur symbolique de capturer une ville portant le nom de Staline, prit une décision fatale. Il divisa ses forces. Le groupe d'armée sud fut divisé en groupe d'armée A, qui continuerait vers les champs de pétrole du Caucase, et groupe d'armée B, qui capturerait Stalingrad. Cette division des forces fut une erreur fondamentale. Ni l'une ni l'autre force n'était assez forte pour atteindre son objectif de manière indépendante. La poussée vers le Caucase s'enlisa dans les montagnes, loin des champs de pétrole. L'assaut sur Stalingrad consomma des ressources désespérément nécessaires ailleurs. Hitler avait violé le principe de concentration de force. Mais ce qui suivit fut pire. La bataille de Stalingrad commença en août 1942. Les forces allemandes, dirigées par le général Friedrich Paulus et sa 6e armée, attaquèrent la ville industrielle sur la Volga. Les attaques initiales repoussèrent les défenseurs soviétiques vers la rivière. La ville fut pilonnée par l'artillerie et bombardée à plusieurs reprises depuis les airs. Une grande partie de Stalingrad fut réduite en décombres. Mais les décombres créent un terrain défensif parfait. Un combat urbain brutal fit rage dans les rues et les bâtiments. Chaque bâtiment devint une forteresse. Chaque pièce fut disputée. Les soldats se battirent dans des usines bombardées, dans des égouts, à travers des tas de débris. Les combats étaient intimes et sauvages. Le combat au corps à corps était courant. L'espérance de vie moyenne d'un soldat soviétique à Stalingrad était de moins de 24 heures. Les soviétiques se battirent avec une férocité désespérée. Ce n'était plus une bataille pour le territoire. C'était une question de survie. Staline émit l'ordre numéro 227, pas un pas en arrière. Le retrait signifiait l'exécution. Les officiers qui perdaient des positions étaient fusillés. Les soldats qui fuyaient faisaient face aux mitrailleuses des détachements de blocage du NKVD derrière leurs propres lignes. Les tireurs d'élite soviétiques comme Vassili Zaitsev devinrent légendaires, abattant les soldats allemands depuis les ruines. Les groupes d'assaut soviétiques infiltrèrent les positions allemandes la nuit. La ligne de front était si proche que les soldats pouvaient entendre les conversations ennemies. Les Allemands contrôlaient les bâtiments pendant la journée. Les Soviétiques les infiltraient la nuit. Le contrôle de Stalingrad basculait d'avant en arrière, mesuré en mètres. Hitler devint obsédé par la prise de Stalingrad. Il versa des renforts dans la bataille, refusant de permettre tout retrait. Ce n'était plus une question d'objectif stratégique. C'était une question de prestige. De volonté. De ne pas admettre la défaite. La 6e armée de Paulus, l'une des meilleures formations allemandes, fut usée dans de féroces combats de rue. Les pertes montèrent sans relâche.
les commandants soviétiques Georgi Zhukov et Alexandre Vasilevski, deux des généraux les plus brillants de la guerre, préparèrent un coup de maître. Tandis que l'attention allemande était fixée sur Stalingrad, les forces soviétiques se massèrent au nord et au sud de la ville. Plus d'1 million de soldats soviétiques, 13 000 canons, 900 chars et 1100 avions furent assemblés en secret. Les services de renseignement allemands échouèrent complètement à détecter ces concentrations. La Wehrmacht était concentrée sur la ville elle-même. Elle ne vit pas le piège se refermer autour d'elle. Le 19 novembre 1942, les forces soviétiques lancèrent l'opération Uranus. Des mouvements de tenaille massifs au nord et au sud de Stalingrad écrasèrent les faibles armées roumaines protégeant les flancs allemands. Les Roumains, mal équipés et démoralisés, se brisèrent presque immédiatement. La 3e armée roumaine au nord et la 4e armée roumaine au sud s'effondrèrent simplement. En 4 jours, la 6e armée fut complètement encerclée. Plus de 290 000 soldats allemands furent piégés à Stalingrad. Le piège se referma avec une complétude dévastatrice. Paulus demanda l'autorisation de percer pendant qu'il en était encore temps. Hitler refusa. La 6e armée tiendrait Stalingrad à tout prix. Hermann Göring, toujours désireux de plaire à Hitler, promit que la Luftwaffe pourrait ravitailler l'armée encerclée par les airs. Il prétendit pouvoir livrer 500 tonnes de ravitaillement par jour, suffisamment pour soutenir les forces piégées. C'était un fantasme. La Luftwaffe ne put livrer même une fraction des ravitaillements nécessaires. La 6e armée nécessitait 700 tonnes par jour minimum juste pour survivre. Le temps hivernal clouait les avions au sol pendant des jours à la fois. Les chasseurs soviétiques et le feu anti-aérien dévastèrent les avions de transport allemands. Les pertes de la Luftwaffe furent catastrophiques. Les meilleurs jours, le pont aérien livra peut-être 200 tonnes. La plupart des jours, beaucoup moins. Les soldats allemands dans la poche moururent de faim et gelèrent alors que les forces soviétiques resserraient le nœud coulant. Les rations furent réduites encore et encore. Les chevaux furent abattus pour la nourriture. Les hommes moururent de faim, de froid, de typhus. Les blessés ne pouvaient pas être évacués. Les fournitures médicales s'épuisèrent. Le maréchal Erich von Manstein lança une opération de secours en décembre. L'opération Tempête d'hiver parvint à moins de 50 km de Stalingrad. Si Paulus avait percé pour rejoindre Manstein, la 6e armée aurait pu être sauvée. Mais Hitler l'interdit. La 6e armée tiendrait ses positions. Pas de retraite. La force de secours de Manstein fut repoussée. La fenêtre d'évasion se ferma pour toujours. Tout au long du mois de janvier 1943, les Soviétiques resserrèrent la poche de plus en plus. Les positions allemandes furent submergées une à une. Les munitions s'épuisèrent. Le carburant s'épuisa. La nourriture s'épuisa. La 6e armée mourait. Le 31 janvier 1943, Hitler promut Paulus au rang de maréchal. Le message était clair, aucun maréchal allemand ne s'était jamais rendu. Hitler s'attendait à ce que Paulus se batte jusqu'à la mort ou se suicide. Le 2 février 1943, Paulus rendit ce qui restait de son armée. Sur les 290 000 hommes encerclés, seulement environ 90 000 étaient encore en vie pour être capturés. C'étaient des squelettes, ravagés par la famine et les engelures. La plupart d'entre eux mouraient en captivité soviétique au cours des mois et années suivants. Seulement environ 6 000 soldats allemands de la 6e armée revirent un jour l'Allemagne. Stalingrad fut une catastrophe d'une ampleur sans précédent pour la Wehrmacht. Une armée entière avait été détruite. 22 divisions, dont certaines des meilleures d'Allemagne, avaient été anéanties. Les pertes de l'Axe, y compris les forces roumaines, italiennes et hongroises, dépassèrent 800 000 hommes. La crème de l'armée allemande était morte dans les ruines de Stalingrad. Le mythe de l'invincibilité allemande fut brisé. L'initiative sur le front de l'Est était passée définitivement aux Soviétiques. La propagande allemande ne pouvait plus cacher l'ampleur de la défaite. 3 jours de deuil national furent déclarés en Allemagne. L'aura d'invincibilité du régime nazi s'évapora. Après Stalingrad, l'Allemagne perdait la guerre. Après Stalingrad, la question n'était plus de savoir si l'Allemagne perdrait, mais combien de temps cela prendrait et combien mourrait avant la fin. La route de Stalingrad menait inévitablement aux ruines de Berlin. En 1943, la Seconde Guerre mondiale était devenue un concours de production industrielle. Le camp qui pourrait construire le plus de chars, le plus d'avions, le plus de canons, le plus de navires gagnerait finalement. Dans ce concours, l'Allemagne était désespérément dépassée. Les chiffres racontent l'histoire d'une défaite inévitable.
En 1943, l'Union soviétique produisit 24 000 chars. L'Allemagne en produisit 12 000. Les États-Unis en produisirent 29 000. La Grande-Bretagne en produisit 7 000. Les puissances de l'Axe étaient ensevelies sous une avalanche de matériel allié. Pour chaque char allemand détruit, les Alliés pouvaient aligner 5 ou 6 remplacements. La production d'avions racontait la même histoire. En 1944, les États-Unis seuls produisirent 96 000 avions. L'Allemagne en produisit 40 000. La production soviétique ajouta 40 000 avions alliés supplémentaires. Dans les cieux au-dessus de l'Europe, les pilotes allemands faisaient face à des chances impossibles. Même les as les plus habiles de la Luftwaffe furent finalement abattus simplement par attrition. Les chiffres pour les autres catégories d'armes étaient tout aussi écrasantes. Les Alliés produisirent plus d'artillerie, plus de camions, plus de munitions, plus de tout. Les usines américaines fonctionnaient 24 heures sur 24. Les femmes entrèrent dans la main-d'œuvre en nombre sans précédent. La puissance industrielle de 3 continents fut mobilisée contre l'Allemagne. Les Alliés construisaient les outils de la victoire plus rapidement que l'Allemagne ne pouvait les détruire. La faiblesse industrielle de l'Allemagne avait de multiples causes. Les bombardements stratégiques britanniques et américains, bien que controversés dans leur efficacité contre les cibles militaires, dévastèrent les villes allemandes et perturbèrent la production. La campagne de bombardement força l'Allemagne à détourner d'énormes ressources vers la défense aérienne. En 1944, plus d'1 million de personnes étaient employées dans des rôles de défense aérienne. Les canons anti-aériens qui auraient pu être utilisés comme armes anti-chars sur le front de l'Est défendaient plutôt les villes allemandes. La campagne pétrolière, ciblant les usines de carburant synthétique allemandes, fut particulièrement efficace. L'Allemagne avait un accès limité aux réserves de pétrole naturel. La plupart du carburant allemand provenait d'usines synthétiques qui convertissaient le charbon en essence. Ces usines étaient des cibles vulnérables. Les bombardiers alliés, en particulier les B-17 et B-24 américains effectuant des raids de jour, les détruisirent systématiquement. À la fin de 1944, la Luftwaffe fut clouée au sol non pas par manque d'avions, mais par manque de carburant. Les avions nouvellement produits restèrent sur les aérodromes avec des réservoirs vides. La formation des pilotes fut réduite parce que le carburant n'était pas disponible pour les vols d'entraînement. Les chars allemands avançant lors de la bataille des Ardennes tombèrent en panne de carburant et durent être abandonnés. La machine de guerre allemande était littéralement à sec. L'idéologie nazie entrava également la production allemande. Le régime fut lent à mobiliser les femmes dans la main-d'œuvre, contrairement aux soviétiques, aux britanniques et aux américains. L'idéologie nazie soutenait que la place des femmes était au foyer, à donner naissance à des enfants pour le Reich. Tandis que les femmes britanniques et américaines travaillaient dans des usines construisant des bombardiers, les femmes allemandes étaient encouragées à se concentrer sur les tâches domestiques. C'était un suicide économique. L'Allemagne faisait face à des pénuries de main-d'œuvre paralysantes tout au long de la guerre. Des millions de travailleuses potentielles restaient à la maison tandis que l'industrie allemande avait désespérément besoin de plus de mains. Au moment où l'Allemagne inversa cette politique, il était trop tard pour faire une différence. L'Holocauste consomma à la fois de la main-d'œuvre et des ressources de manière qui minèrent directement l'effort de guerre. Des millions de personnes qui auraient pu travailler dans les usines allemandes furent plutôt assassinées. Les Juifs avaient travaillé dans des industries vitales à travers l'Europe occupée. Leur extermination créa des pénuries de main-d'œuvre que l'Allemagne ne put combler. Les ressources dépensées pour le génocide auraient pu produire des milliers de chars et d'avions supplémentaires. Les trains utilisés pour transporter les victimes vers les camps de la mort étaient des trains qui ne pouvaient pas transporter des soldats ou des ravitaillements vers le front. Les gardes gérant les camps de concentration étaient des gardes qui auraient pu défendre les frontières du Reich. Peut-être le plus dommageable, l'interférence d'Hitler dans le développement des armes créa le chaos. Il exigea des armes miraculeuses, des Wunderwaffen, des technologies miraculeuses qui renverseraient d'une manière ou d'une autre la fortune de l'Allemagne. Les ressources affluèrent vers des projets impraticables qui consommèrent d'énormes quantités d'argent et de matériaux pour un bénéfice militaire négligeable. Le programme de fusée V2, par exemple, coûta plus cher que le projet Manhattan américain mais obtint un impact militaire négligeable. Les fusées V2 tuèrent environ 2700 personnes en Angleterre, principalement des civils. Mais le programme consomma des ressources qui auraient pu produire des milliers d'armes conventionnelles. Chaque V2 nécessitait l'équivalent en ressources de 6 chars. L'Allemagne produisit plus de 3000 V2. Cela représente 18 000 chars en ressources qui n'ont presque rien accompli militairement. Le programme d'avion à réaction souffrit de problèmes similaires. Le Messerschmitt Me 262 était un design révolutionnaire,
le premier chasseur à réaction opérationnelle au monde. Il aurait pu donner à l'Allemagne la supériorité aérienne s'il avait été produit en grand nombre au début de la guerre. Mais le développement fut retardé par l'insistance d'Hitler qu'il soit modifié en bombardier. Au moment où les Me-262 entrèrent en combat en nombre significatif, les pénuries de carburant signifiaient qu'ils volaient rarement. Pendant ce temps, la production de chars allemands fut entravée par des changements de conception constants et une suringénierie. Les chars Panther et Tiger étaient des armes formidables, craintes par les équipages de chars alliés. Mais ils étaient aussi complexes, coûteux et difficiles à entretenir. Ils nécessitaient une formation approfondie pour être utilisés efficacement. Ils consommaient du carburant à des taux énormes. Ils tombaient en panne fréquemment. L'Allemagne aurait été mieux servie en produisant de plus grands nombres de chars plus simples et plus fiables comme le Panzer IV. Le T-34 soviétique était inférieur au Tiger dans presque toutes les mesures de performance. Mais les soviétiques produisirent 50 000 T-34. L'Allemagne produisit moins de 1500 Tigers. Les nombres comptent. La fiabilité compte. La facilité de production compte. L'économie allemande fut également entravée par l'inefficacité et la corruption. La structure du régime nazi créa des bureaucraties concurrentes et des fiefs personnels. Le ministère de l'air de Göring rivalisa avec le ministère de l'armement de Speer. La SS gérait son propre empire industriel. La coordination était médiocre. Les ressources étaient gaspillées. La rationalisation vint trop tard. En revanche, les économies alliées, bien que loin d'être parfaites, réalisèrent une meilleure coordination et efficacité. Les techniques de production de masse américaines, perfectionnées dans l'industrie automobile, furent appliquées à la production de guerre avec un effet dévastateur. Les États-Unis produisirent un Liberty Ship, un cargo, tous les 3 jours en moyenne. Les usines américaines produisirent des bombardiers B-24 au rythme d'un par heure à leur apogée. Mais une planification économique rationnelle était impossible dans un régime motivé par l'idéologie, les caprices personnels et les luttes bureaucratiques. Hitler prenait des décisions économiques basées sur l'intuition et la valeur de propagande plutôt que sur des données concrètes. Les généraux rivalisaient pour sa faveur plutôt que de coordonner leurs efforts. La guerre industrielle fut perdue avant même de commencer véritablement. L'Allemagne n'avait tout simplement pas les ressources pour surproduire les puissances alliées combinées. La seule question était de savoir combien de temps l'Allemagne pourrait tenir contre la marée inévitable de la supériorité matérielle alliée. Le 6 juin 1944, dans l'obscurité d'avant l'aube, des milliers d'avions alliés remplirent les cieux au-dessus de la Normandie. Peu après minuit, des parachutistes avaient sauté derrière les lignes allemandes. À l'aube, la plus grande invasion amphibie de l'histoire commença. Le jour J, l'opération Overlord ouvrit un second front en Europe occidentale. Pour l'Allemagne, c'était le scénario cauchemardesque. Maintenant, il faisait face à une guerre à grande échelle à la fois à l'Est et à l'Ouest simultanément, précisément ce que la stratégie d'Hitler était censée empêcher. La guerre sur 2 fronts qui avait détruit l'Allemagne impériale était de retour. 5000 navires traversèrent la Manche, transportant 156 000 soldats. Les forces aériennes alliées effectuèrent 14 000 sorties le jour J seul. L'ampleur de l'opération était sans précédent. Rien de tel n'avait été tenté auparavant ni n'a été tenté depuis. La défense allemande de la France montra que la Wehrmacht restait une force de combat formidable. Les pertes alliées furent lourdes, en particulier sur la plage d'Omaha où les forces américaines firent face à une résistance féroce. Les progrès furent plus lents que prévu. Il fallut des semaines pour sécuriser la tête de pont. La résistance allemande était féroce et professionnelle. Le maréchal Erwin Rommel, commandant les forces allemandes en France, avait essayé de préparer de solides défenses le long du mur de l'Atlantique. Mais il fut entravé par un commandement divisé et l'interférence d'Hitler. Hitler insista pour garder les divisions de Panzer à l'intérieur des terres, sous son contrôle personnel, refusant de leur permettre de se déplacer vers les plages d'invasion sans son ordre direct. Le jour J lui-même, Hitler dormait. Son état-major avait peur de le réveiller. Les divisions de Panzer qui auraient pu repousser les Alliés dans la mer restèrent inactives, attendant des ordres qui arrivèrent trop tard. Au moment où l'armure allemande atteignit les plages, les Alliés étaient trop bien établis pour être délogés. Mais le résultat n'était jamais en doute quelles que soient les décisions tactiques allemandes. Les Alliés avaient une supériorité écrasante dans toutes les catégories. La supériorité aérienne était absolue. Les avions alliés dominaient les cieux, attaquant tout ce qui bougeait. Les renforts allemands essayant d'atteindre le front furent décimés depuis les airs. La 2e division blindée SS,
Das Reich, mit 2 semaines pour voyager du sud de la France à la Normandie, un voyage qui aurait dû prendre 3 jours. Les attaques aériennes alliées détruisirent des ponts, mitraillèrent des colonnes et rendirent le mouvement de jour suicidaire. L'artillerie alliée et le feu naval fournirent une puissance de feu massive. Les cuirassés au large pouvaient faire pleuvoir des obus pesant autant que des automobiles sur les positions allemandes. Les défenseurs allemands faisaient face à un bombardement constant depuis la terre, la mer et l'air. L'avantage matériel était écrasant. Et les nombres étaient inexorables. Pour chaque division allemande détruite, les Alliés pouvaient aligner des remplacements. La puissance industrielle américaine signifiait que les pertes pouvaient être compensées en quelques semaines. Les réserves de l'Allemagne étaient épuisées. Chaque soldat allemand tué ou capturé était irremplaçable. À la fin juillet, les Alliés percèrent hors de Normandie. L'opération Cobra, la percée américaine, fracassa les lignes défensives allemandes. Les forces allemandes en Normandie faisaient face à l'encerclement. La poche de Falaise devint un terrain de mise à mort alors que les avions et l'artillerie alliés détruisirent les colonnes allemandes en retraite. Le 20 juillet 1944, alors que la bataille pour la France faisait rage, un groupe d'officiers allemands tenta d'assassiner Hitler avec une bombe à son quartier général en Prusse orientale. Le Wolfschanz, le repère du loup, fut déchiré par l'explosion. 4 personnes furent tuées. Mais Hitler, protégé par une lourde table en chêne, survécut avec des blessures mineures. La tentative d'assassinat ratée révéla la pourriture au sein du commandement militaire allemand. De nombreux officiers savaient que la guerre était perdue. Ils voulaient négocier la paix avant que l'Allemagne ne soit complètement détruite. Avant que les armées soviétiques n'atteignent le sol allemand. Avant que les villes allemandes ne soient réduites en décombres. Le colonel Klaus von Stauffenberg, l'officier qui posa la bombe, faisait partie d'une conspiration répandue qui comprenait des maréchaux, des généraux et des fonctionnaires civils. Il prévoyait d'arrêter la direction nazie, de négocier avec les alliés occidentaux et d'établir un gouvernement qui pourrait se rendre honorablement. Mais la survie d'Hitler signifiait que la guerre continuerait jusqu'à sa fin amère. Les conspirateurs furent brutalement purgés. Des milliers furent arrêtés dans une chasse aux sorcières qui consomma une grande partie du corps des officiers allemands. Beaucoup furent torturés par la Gestapo. Des procès-spectacles furent organisés devant le tribunal du peuple, où les accusés furent humiliés et harcelés par le juge fanatique Roland Fresley. Plus de 7000 personnes furent arrêtées en relation avec le complot. Près de 5000 furent exécutées. Beaucoup furent pendus avec du fil de piano à des crochets de boucher, leur mort filmée pour qu'Hitler les regarde. Hitler regarda ces films à plusieurs reprises, prenant satisfaction dans la souffrance de ceux qui l'avaient trahi. La purge affaiblit davantage l'efficacité militaire allemande. Des officiers compétents furent remplacés par des loyalistes fanatiques. Le jugement militaire professionnel fut subordonné à l'idéologie nazie. Les officiers qui auraient pu conduire une retraite combattante habile en France étaient morts ou emprisonnés, remplacés par des béni-oui-oui qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas dire à Hitler des vérités difficiles. À la fin de l'été 1944, les forces alliées avaient complètement percé hors de Normandie. Paris fut libéré le 25 août dans des scènes de jubilation. Les armées alliées traversèrent la France vers la frontière allemande. Les forces américaines sous le général George Patton avancèrent si rapidement qu'elles dépassèrent leur ligne d'approvisionnement. Dans le sud de la France, l'opération Dragoon, une autre invasion amphibie, débarqua le 15 août. Les forces allemandes dans le sud de la France battirent en retraite vers le nord où furent coupées et détruites. La France était libérée en quelques semaines. À l'est, les forces soviétiques lancèrent l'opération Bagration, la destruction du groupe d'armées centre-allemand. Cette offensive, programmée pour coïncider avec le jour J, fut encore plus grande que les débarquements de Normandie. Plus de 2 300 000 soldats soviétiques percèrent les lignes allemandes en Biélorussie. Les forces allemandes furent encerclées et détruites dans des poches massives. 28 divisions allemandes furent anéanties. Ce fut une catastrophe encore plus grande que Stalingrad. Les forces soviétiques libérèrent Minsk, puis avancèrent en Pologne. En août, les armées soviétiques se tenaient sur la Vistule, en face de Varsovie. Dans les Balkans, la Roumanie changea de camp, rejoignant les Alliés. La Bulgarie suivit. La Finlande négocia un armistice. Les Alliés de l'Allemagne abandonnaient le navire qui coulait. L'Allemagne était écrasée des 2 directions. Les fronts de l'Est et de l'Ouest s'effondraient simultanément. Les frontières du Reich étaient franchies. La patrie était menacée pour la première fois depuis Napoléon. Pourtant, Hitler refusa de considérer la reddition ou la négociation.
La guerre continuerait jusqu'à ce que l'Allemagne soit complètement détruite ou réalise d'une manière ou d'une autre la victoire impossible qu'Hitler croyait encore possible. La réponse d'Hitler à la défaite imminente fut le déni, l'illusion et des offensives toujours plus désespérées. Incapable d'accepter que l'Allemagne avait perdu, il ordonna un dernier pari qui gaspillerait les dernières réserves stratégiques de l'Allemagne. En décembre 1944, l'Allemagne lança sa dernière offensive majeure à l'ouest. La bataille des Ardennes fut la tentative d'Hitler de diviser les armées alliées, d'atteindre Anvers et de couper les forces britanniques et canadiennes de leurs alliés américains. Il croyait qu'une victoire dramatique forcerait les alliés occidentaux à négocier, permettant à l'Allemagne de se concentrer sur le front de l'Est. C'était un fantasme désespéré né du désespoir. L'offensive jeta des divisions blindées d'élite allemandes contre de faibles positions américaines dans la forêt des Ardennes, le même terrain où l'Allemagne avait remporté la victoire en 1940. Les gains initiaux furent impressionnants. Les forces américaines, dispersées et complaisantes après des mois d'avancée, furent prises par surprise. Les forces allemandes créèrent un renflement dans les lignes américaines, capturant des milliers de prisonniers. Hitler joua tout sur cette offensive. Les dernières réserves de carburant, de munitions et de troupes d'élite de l'Allemagne furent engagées. La 6e armée blindée SS, la 5e armée blindée et la 7e armée avancèrent vers l'ouest à travers la neige et le brouillard. Pendant quelques jours, la panique se répandit dans le commandement allié. L'Allemagne était-elle encore capable d'une victoire majeure? Mais l'offensive était condamnée dès le départ. L'Allemagne manquait de carburant pour des opérations soutenues. Les divisions de Panzer capturèrent des dépôts de carburant américains quand elles le purent, mais c'étaient des prises rares. La plupart des chars allemands tombèrent simplement en panne d'essence et durent être abandonnés. L'offensive avait été planifiée en supposant que l'Allemagne pourrait capturer les approvisionnements en carburant alliés. Quand cela n'arriva pas, l'offensive s'enlisa. Une fois que la puissance aérienne alliée put opérer après l'amélioration des conditions météorologiques, les colonnes allemandes furent dévastées depuis les airs. Les P-47 Thunderbolt américains et les Typhoon britanniques attaquèrent l'armure allemande sans relâche. Les colonnes d'approvisionnement furent détruites. Les renforts furent mitraillés. L'avancée allemande s'arrêta. Les forces américaines se regroupèrent et contre-attaquèrent. La 82e aéroportée et la 101e aéroportée, unités d'élite américaines, tinrent des carrefours routiers clés malgré l'encerclement. À Bastogne, lorsque les commandants allemands exigèrent la reddition, le général de brigade Anthony McAuliffe envoya une réponse en un mot, NUT. Les défenseurs tinrent jusqu'à ce qu'ils soient secourus. En janvier 1945, le renflement avait été éliminé. Les forces allemandes battirent en retraite, laissant derrière elles des milliers de soldats morts et capturés. Des centaines de chars et de véhicules furent perdus, la plupart abandonnés par manque de carburant. L'offensive n'accomplit rien sauf gaspiller les dernières réserves stratégiques de l'Allemagne. Les chars et les soldats désespérément nécessaires pour défendre l'Allemagne moururent plus tôt en Belgique. Ces forces auraient pu retarder l'offensive soviétique finale de semaines ou de mois. Au lieu de cela, elles furent gaspillées dans une attaque désespérée qui était basée sur rien d'autre que les illusions d'Hitler. À l'Est, l'offensive soviétique finale commença en janvier 1945. Plus de 6 millions de soldats soviétiques, massés sur la Vistule, attaquèrent les positions allemandes en Pologne et en Prusse orientale. L'ampleur était sans précédent. Rien dans l'histoire humaine ne se comparait à la taille de cette offensive. Les défenses allemandes s'effondrèrent presque immédiatement. La Wehrmacht n'était plus qu'une coquille de ce qu'elle avait été. Les unités existaient sur le papier mais n'avaient aucune force de combat. Les remplacements étaient des adolescents non formés et des vieillards du Volkssturm, la milice populaire. L'équipement manquait. Le carburant était presque inexistant. Les forces soviétiques avancèrent à une vitesse stupéfiante. Varsovie fut libérée le 17 janvier. Les armées soviétiques traversèrent la Pologne vers l'Allemagne elle-même. La Prusse orientale fut coupée et encerclée. Les civils allemands fuirent vers l'ouest dans la panique, créant d'énormes colonnes de réfugiés qui encombrèrent les routes. Les scènes de civils allemands fuyant l'armée rouge furent horrifiques. Des millions d'Allemands ethniques qui avaient vécu en Europe de l'Est pendant des générations fuirent vers l'ouest, terrifiés par la vengeance soviétique. Ils avaient de bonnes raisons de craindre. Les soldats soviétiques, ayant vu ce que l'Allemagne avait fait à leur pays, voulaient se venger. Les atrocités étaient courantes. Le viol, le meurtre et le pillage suivirent l'avancée soviétique. En février, les forces soviétiques atteignirent l'Oder, à moins de 80 km de Berlin. Elles firent une pause pour se consolider et se préparer à l'assaut final.
Mais le résultat n'était plus en doute. Les forces alliées traversèrent le Rhin en mars 1945, pénétrant au cœur de l'Allemagne depuis l'ouest. La résistance allemande à l'ouest s'effondra. Les villes tombèrent l'une après l'autre. La Wehrmacht se désintégrait. Les soldats se rendaient par dizaines de milliers, préférant la captivité américaine ou britannique à la captivité soviétique. À l'est, Vienne tomba en avril après de féroces combats. La Hongrie fut libérée. La Roumanie et la Bulgarie avaient changé de camp des mois plus tôt, rejoignant les Alliés contre l'Allemagne. L'empire européen de l'Allemagne avait disparu. Le Reich était réduit à l'Allemagne elle-même, et même cela rétrécissait quotidiennement. Hitler se retira dans son bunker sous la chancellerie du Reich à Berlin. Le Führerbunker devint sa tombe. Là, entouré des ruines de sa capitale, de plus en plus détaché de la réalité, il émit des ordres à des armées qui n'existaient plus. Il déplaça des divisions imaginaires sur des cartes. Il enragea contre ses généraux pour leurs échecs. Il blâma le peuple allemand pour avoir manqué de volonté de gagner. Dans ces derniers jours, Hitler déclara que l'Allemagne ne méritait pas de survivre si elle ne pouvait pas remporter la victoire. Il ordonna la destruction des infrastructures restantes de l'Allemagne. Les ponts, les usines, les centrales électriques, tout devait être détruit pour le nier à l'ennemi. Ce décret Néron aurait laissé l'Allemagne comme un désert. Albert Speer, le ministre de l'Armement, ignora largement ces ordres. Même dans les derniers jours, certains fonctionnaires nazis essayèrent de préserver quelque chose pour l'avenir de l'Allemagne. Mais le nihilisme d'Hitler était complet. S'il ne pouvait pas avoir son Reich de 1000 ans, alors l'Allemagne devait périr avec lui. Le 16 avril 1945, l'assaut soviétique final sur Berlin commença. Plus de 2 millions de soldats soviétiques, 6 000 chars et 41 000 pièces d'artillerie attaquèrent la ville. Ce fut le plus grand barrage d'artillerie de l'histoire. Le bombardement était si intense que certains soldats allemands devinrent simplement fous du bruit et de la commotion. Les défenseurs allemands, y compris des vieillards, des jeunesses hitlériennes et des volontaires SS étrangers, se battirent avec une férocité désespérée. Rue par rue, bâtiment par bâtiment, Berlin fut prise. Les combats étaient sauvages. Aucun quartier n'était donné. Les soldats soviétiques, voyant la dévastation de leur propre pays, montrèrent peu de pitié. Le 25 avril, les forces soviétiques et américaines se rencontrèrent sur l'Elbe. L'Allemagne était coupée en deux. Le 30 avril 1945, avec des soldats soviétiques combattant dans les rues au-dessus de son bunker, Adolf Hitler se suicida. Sa maîtresse Eva Braun, qu'il avait épousée quelques heures auparavant, prit du poison. Leurs corps furent transportés à l'extérieur et brûlés dans le jardin de la chancellerie du Reich. L'homme qui avait promis de construire un Reich de 1000 ans termina sa vie dans un trou dans le sol, entouré de ruines, abandonné par presque tout le monde. À la fin, il ne resta à Hitler que son fanatisme et son arme. Le 2 mai, Berlin capitula. Le 7 mai 1945, au quartier général allié à Reims en France, l'Allemagne se rendit sans condition. La guerre en Europe était terminée. En près de 6 ans de guerre, plus de 60 millions de personnes étaient mortes. L'Europe gisait en ruine. L'Allemagne était détruite. Le Reich de 1000 ans avait duré 12 ans. La défaite de l'Allemagne nazie fut totale et absolue. Le régime qui promettait un Reich de 1000 ans dura 12 ans. La nation qui cherchait à dominer l'Europe gisait en ruine, occupée par des armées étrangères, divisée entre les vainqueurs. Comment l'Allemagne a-t-elle perdu le contrôle de sa propre guerre? Les causes immédiates sont claires. Des erreurs stratégiques comme l'invasion de l'Union soviétique tout en étant encore en guerre avec la Grande-Bretagne. Des erreurs tactiques comme Stalingrad et la bataille des Ardennes. Une faiblesse industrielle par rapport aux puissances alliées combinées. Mais la cause plus profonde était idéologique. L'Allemagne nazie ne pouvait pas gagner parce que les objectifs fondamentaux du régime étaient incompatibles avec la victoire. On ne peut pas exterminer la population des territoires conquis et s'attendre à ce qu'ils coopèrent. On ne peut pas baser une stratégie sur des fantasmes raciaux et s'attendre à ce qu'elle corresponde à la réalité. On ne peut pas tout subordonner à l'intuition d'un seul homme et s'attendre à une planification militaire solide. L'Allemagne nazie a perdu le contrôle de sa propre guerre au moment où l'idéologie d'Hitler prit le pas sur la stratégie rationnelle. Au moment où le génocide devint une politique. Au moment où la conquête pour l'espace vital racial remplaça les objectifs politiques réalisables. L'Allemagne avait des avantages en 1940. Des tactiques supérieures. De meilleurs commandants. L'élément de surprise.
Mais ces avantages furent gaspillés par un régime qui valorisait la pureté idéologique plutôt que le sens stratégique. La Wehrmacht ne perdit pas parce que les soldats allemands étaient inférieurs. Elle perdit parce que le régime nazi qu'il servait était fondamentalement, catastrophiquement, incompétent pour mener une guerre industrielle moderne. À la fin, l'Allemagne nazie se détruisit elle-même. Les Alliés achevèrent simplement ce qu'Hitler avait commencé.